Il y a 8 ans, lors de notre première expédition sur l'île Madre de Dios, notre équipe se risque quelques heures le long de la côte pacifique, qui reçoit de plein fouet les tempêtes des 50e hurlants. Soudain, nous apercevons une caverne géante. Comment résister quand on est spéléologue ? De toutes les grottes que nous venons de découvrir, c'est la plus vaste. Elle pourrait même contenir Notre-Dame de Paris. Et ce que nous y trouvons dépasse l'imagination. Des vertèbres et des côtes de baleines, par dizaines. C'est incompréhensible, car la grotte s'ouvre 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comment expliquer ce cimetière? Quelles sont les espèces de cétacés? Leurs âges? Les questions se bousculent. Nous jurons de revenir un jour élucider le mystère de la baleine. Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para llegar hasta el puerto. Corra sur, corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Según el favor del viento, me voy, me voy. Les archipels de Patagonie chilienne stimulent l'esprit d'aventure. Ce dédale de canaux, pris entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, compose un espace maritime sauvage soumis à l'un des pires climats de la Terre. La grotte de la Baleine, notre objectif, se situe sur Madre de Dios, une île déserte, posée en sentinelle face à l'océan. Partis de Puerto Natales, la seule ville des archipels, nous faisons route vers notre destination. 24 heures de navigation délicate, si la météo nous est favorable. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papas, las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, hermana o la compañera. Telle une expédition au long cours du 19e siècle, Ultima Patagonia mêle sportifs et hommes de science. Mais tous, nous sommes spéléologues, réunis sous l'autorité scientifique du géographe Richard Maire. C'est la Patagonie, avec son froid, sa pluie. Et les nouveaux qui rigolent là, ils vont pas s'amuser longtemps. La raison principale qui me fait revenir d'abord, c'est me retrouver dans un milieu naturel, austère, sauvage, magnifique. Se changer d'air, c'est nécessaire, parce qu'on est plongé dans une civilisation un peu folle. Et revenir aux sources, c'est toujours salutaire pour l'esprit. Et puis c'est aussi extrêmement passionnant de se retrouver toute une équipe pour travailler sur une île vierge et comprendre comment elle a évolué au cours du temps. C'est quelque chose de vraiment passionnant. On a tous notre petite idée sur la baleine. À commencer par le chef d'expédition, Bernard Tourte. Ma théorie sur la baleine, je pense que la baleine, c'est quand même une histoire exceptionnelle, ça c'est certain. Donc voilà, il va falloir arriver à trouver des réponses avec l'environnement de Madre de Dios. Et ça, ça va pas être simple parce qu'on connaît les difficultés d'accès à la baleine. Moi, ça fait 8 ans que j'attends pour la voir. C'est un lieu extraordinaire, un site qui pose problème. Il y a des mystères à élucider. Difficile de croire que ces baleines sont venues par hasard. À Madre de Dios, nous avons déniché les montagnes calcaires les plus australes de la Terre. Magnifique. Ces montagnes calcaires partout sont incroyables. C'est vraiment très spectaculaire. Et la météo? Ah, exécrable. Comme on peut s'y attendre en Patagonie. Il n'y a que 2 postes habités le long des 2000 km des canaux de Patagonie, dont la petite exploitation minière sur l'île de Guarello, proche de Madre de Dios.
un hangar désaffecté devient notre camp de base, d'où nous lancerons nos raids en bateaux pneumatiques vers les étendues désertes de Madre de Dios. El Viento, le vent, est bien le seigneur de la Patagonie maritime. Heureusement, c'est l'été. L'été austral en ce mois de janvier. Mais il en faut plus pour nous bloquer au camp de base. L'équipe piaffe d'impatience, après 2 années de préparation, de mettre enfin le pied sur Madre de Dios. Voici les plus beaux paysages calcaires au monde, que nous avons baptisés les glaciers de marbre. Tel un sculpteur génial, l'eau façonne la roche. Une érosion accélérée par les 10 mètres de précipitations annuelles, un des records mondiaux. Parfois, il suffit d'un bloc de lave, abandonné par les vrais glaciers qui recouvraient la région il y a encore 15 000 ans, pour créer d'étonnantes comètes de roches. Alors, leur vrai nom, en fait, ce sont des formes de dissolution hydro-éoliennes. À la fois, elles sont liées à la pluie qui arrive horizontalement et au vent qui pousse l'eau de pluie dans cette direction et qui conserve la roche protégée au centre, tandis que sur les 2 côtés, elle s'est abaissée par dissolution. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de forme dans le monde? Non, rien de tel. C'est unique au monde. C'est la première fois? Oui, c'est fascinant. Ce sont des formes extraordinaires. Je ne crois pas qu'il en existe d'autres ailleurs. C'est magnifique et très intéressant. Après plusieurs jours de furie, El Viento baisse la garde. Cela n'arrive qu'une fois par mois, et encore. L'occasion est trop belle d'atteindre enfin notre baleine. Là, pour l'instant, c'est une mer d'huile. On va voir plus loin. Mais on a une petite chance, là, dans les 3 heures qui viennent. Depuis le camp de base, nous suivons les anciennes vallées glaciaires pour déboucher bientôt sur le Pacifique, où nous devrons longer la côte sur une 20aine de kilomètres. On voit toujours du blanc à l'horizon, hein, quand même. Ouais, faut pas. Il faut jamais se faire d'illusions. On pourrait passer plus au large des récifs. Il y a une déferlante qui arrive à d'abord. On est passé où là? Derrière les blocs là-bas? Les blocs derrière la cantine. Ça commence à déferler. On a fait la moitié. Inutile de forcer le destin, car l'embellie a été de courte durée. Les nuages reprennent possession des sommets. C'est la loi des archipels, et nous y sommes soumis. Revenus à l'abri des canaux, nous observons la côte, où l'on distingue très nettement des entailles horizontales. C'est les fameuses encoches marines de Madre de Dios, hein. Un ancien niveau marin, mais un niveau marin relatif, hein. Ça veut dire qu'en fait, l'île s'est soulevée. Là, elle s'est soulevée de plusieurs mètres en quelques milliers d'années, suite à l'allègement de l'île. Autrefois, il y avait le glacier qui appuyait l'île, donc il l'enfonçait sous la mer. Et depuis la fonte des glaciers, avec un certain retard, toute l'île s'est soulevée.
Ces encoches marines forment comme un sentier le long de l'océan. Va-t-il nous conduire jusqu'à la grotte de la baleine ? Nouvelle déconvenue. Les vagues de l'océan ont raboté le passage naturel. Nous n'arriverons pas à la baleine à pied. Mais un porche obscur attire toute notre attention. Il y a des coquillages. Ouais. Regardez. Oh la vache, qu'est-ce que c'est? Des peintures. Oh la vache. Là-bas aussi. Là aussi. Il y en a partout. Regarde. Allume par là-bas. C'est d'enfer. Oh là là. Il a déjà été vu avant des peintures. Ah non, non, peinture comme ça, non. Là, c'est indubitable, c'est manifeste. Ceux-là sont vraiment magnifiques. La découverte nous stupéfie. C'est la première grotte ornée de peintures rupestres de tous les archipels de Patagonie. Là aussi, les questions se bousculent. Qui ? Pourquoi ? À quelle époque des hommes ont-ils tracé ces formes étranges, mystérieuses ? En relevant les peintures, notre archéologue amateur, Luc-Henri Fage, essaye d'imaginer leurs auteurs. Pour lui, il ne peut s'agir que des ancêtres des Indiens nomades de la mer. Le plus beau motif, qu'il observe avec Stéphane, ouvre une piste. 8 points, une étoile à 10 branches. Voilà. Et puis ce personnage, manifestement anthropomorphe. Très stylisé, mais avec des points. Et alors là, ça rappelle vraiment des Selknam, photographiés au début du XXe siècle, hein, mais pas dans les archipels. Mais des tracés qu'ils faisaient sur quoi alors? Sur leur corps. Sur leur corps. Voilà, ils se peignaient. On imaginait que c'était du body painting, hein, de peinture corporelle. Et donc là, on aurait un personnage un peu comme ça. Indiens canoëros, fuégiens, pêcherets, alakalouf. Les appellations ne manquent pas venant des navigateurs occidentaux, étonnés de la présence de peuplades dénuées de tout dans ce milieu hostile. Mais que sait-on vraiment de ceux qui se dénomment en fait Kaweshkar? Quand les ethnologues s'y intéressent, ils ont déjà abandonné une partie de leur vie traditionnelle. Ne restent que de rares documents évoquant le destin de ces hommes, échappés de la préhistoire. Chasseurs de mammifères marins et d'oiseaux, collecteurs de moules et de patelles, ils nomadisaient d'une plage à l'autre en quête de nourriture. Le clan familial s'entassait dans un frêle canot où le feu était conservé sur un bloc de terre. Leur population, estimée à 5000 en 1850, a rapidement décliné avec les maladies importées d'Europe, au point qu'il n'était plus que 70 en 1950. Est-ce le spectacle des femmes pêchant les oursins dans le plus simple appareil? Le regard des premiers explorateurs fut souvent méprisant. Même Darwin hésita à leur accorder le statut d'êtres humains. Eux, qui n'avaient, paraît-il, ni mot pour dire bonheur, ni même d'expression artistique. En découvrant ces peintures, nous prouvons le contraire. Et elles ne datent pas d'hier, comme le montrent les concrétions qui les recouvrent par endroits. On peut leur attribuer une certaine antiquité allant jusqu'à 3000 ans. Il n'est pas du tout impossible qu'ils soient venus pendant des millénaires sur le même endroit pour des périodes très courtes qui consistaient à aller chasser les loups de mer au moment où il y a la naissance des petits. La survie des Kaweshkar reposait essentiellement sur l'otarie, dont ils utilisaient viande, graisse et peau.
Cela fait 3 semaines qu'à chacune des rares éclaircies, nous tentons de rejoindre la baleine par la mer. En vain. Dépités, nous reportons nos espoirs vers la partie nord de l'île, toujours inconnue. Un rêve d'exploration pure. Notre objectif est un fjord, le Barosluko, qui s'ouvre sur l'océan et par conséquent très difficile d'accès lui aussi. Pour atteindre ses rives, nous décidons d'imiter les Indiens, lesquels empruntaient des raccourcis terrestres en portant leurs canoës. Dans notre cas, c'est un bateau complet, avec son moteur et l'essence, que nous devons acheminer 4 km au nord par des chemins abrupts. Depuis 8 ans, ce fjord mystérieux est l'objet de nos fantasmes. Et nous, on va essayer d'aller rejoindre la barre calcaire tout au fond là-bas, qui culmine à 700. Nous rêvons d'y trouver des grottes, des résurgences, des rivières souterraines, des paysages calcaires nouveaux. Ah, il est là, le Seignon. Par une chance incroyable, la météo nous laisse pour une fois en paix. Mais Madre de Dios nous réserve encore des surprises. Oh, regarde la grotte là-haut. On va aller regarder quand même. Ah, ça a de la gueule, hein. Pas mal là, c'est joli. Oh, une grotte. Et ça, c'est que la première partie, parce que le gros porche, il a l'air d'être au-dessus. Vas-y, sors les casques. Ça a l'air... Regarde là, les télis. Regarde, là déjà, tu as la mangue oubliée. De l'os. Arrête. Mâchoire humaine. Oh, la bouge pas. Ah, génial là. Oh, putain. Une nécrose. Le sol de la grotte a été aménagé sommairement. Il y a des moules en tout cas. Il est couvert d'ossements humains. Il y a des petits Il y a des petits ossements là, hein. Ça c'est pas... Il n'y a rien parce que... Il y a des animaux, on touche pas. Il y a un crâne, il est coincé sous le caillou avec 2 côtes et il est compressionné. Mais il est coincé parce qu'il y a eu du mouvement quand même. Hein. C'est un enfant, hein. C'est un jeune, non? Tout petit. Ah, il est petit, hein. Il est petit, ouais. J'essaie d'avoir quelque chose là. Faut connaître tout le monde. Là. Alors, ça fait 3 crânes en tout, hein. 3 crânes. Excellent. Et elle est superbe cette boîte crânienne. Ouais. On a quand même la preuve par A plus B qu'il y a de la Lacanouf qui a vécu dans le Seignon Barosluko. Là encore, les Kaweshkar nous ont précédés dans des endroits inaccessibles. À moins qu'il ne s'agisse de naufragés occidentaux. Seul notre anthropologue, Maria José Maneschi, peut répondre à cette question. Dans un abri sous roche, nouvelle découverte. Il est sacrément costaud. Qu'est-ce que tu as découvert? Il y a un individu. Oui. D'après ce que je sais, ils enveloppaient les morts de Podotari et les déposaient dans ce genre d'abri. Voici à quoi aurait pu ressembler la sépulture peu après le décès. Le mort, saint de Podotari, attendait l'éternité dans une position fétale. Les années ont passé et les os ont roulé sous les blocs. C'est un métacarpe, un os de la main qui va ici. Rien qu'à la vue des os, elle sait. 1, 2, 3, 4, gauche. Oh.
C'est très émouvant. Il a un front fuyant, avec un crâne allongé à l'arrière. Ici, c'est très proéminent. Il a des narines très larges. Ses pommettes sont également très proéminentes. Et cette partie l'est aussi. Un peu comme une personne au visage ample. Ça ressemble à un Indien canoëro, les nomades de la mer. C'est clairement indigène. Je suis heureuse de cette découverte. Il est très beau. On va le remettre à sa place. La datation au carbone 14 donnera 710 ans à ce squelette, confirmant clairement son origine indigène. Si nos découvertes attestent que les rivages de l'île ont été fréquentés depuis des temps immémoriaux, nous sommes certains que l'intérieur est vierge. Et notamment les gouffres qui se pressent par milliers dans ce paysage dantesque. Pour espérer descendre profond dans un gouffre, il faut d'abord prendre de la hauteur. L'équipe de Stéphane part prospecter une zone située entre 400 et 600 mètres d'altitude. Des fois, les arêtes, elles sont un peu plus basses qu'on ne le croit. Quand on avance, ça fait un peu comme dans un glacier. Il y a des crevasses et puis des fois, on a voulu faire des grands tours pour les éviter ou alors, pour passer là où c'est pas large. Nos glaciers de marbre sont coupés de crevasses qu'il nous faut parfois contourner sur des centaines de mètres. Et soudain, la tempête forcit et nous assaille. Avec des rafales dépassant les 180 km/h, elles viennent tôt et bien le maître absolu qui décide de la destinée de nos équipes sur le terrain. Voilà, ça s'organise. Donc là, vous avez le petit déj. Sur le front Pacifique, la tempête fait rage aussi. Que ce matériel, il est fait par les meilleures entreprises du monde. Hein. Il faudrait que les PDG viennent essayer eux-mêmes le matos à Madre de Dios. Nous imaginons sans peine le groupe des Indiens, blottis autour du feu, au centre de leur hutte, tandis que dehors hurlait Ayayema, l'esprit du vent et du mal qu'ils redoutaient tant. Là, très très mauvais là. L'attente va peut-être pas très longtemps. On va la resolidifier. Pas encore gagné. Ça fait un tourbillon à l'entrée. Pour l'instant, la tente tient, mais pour combien de temps? Elle ne peut que s'écraser normalement. Elle ne peut pas s'envoler. On a tellement vanné qu'a priori, elle ne peut que s'écraser. C'est déjà ça. Dehors, ça fait le dos rond. Hein, Stéphane? C'est un peu ça. Et puis on a Georges, là, grand spécialiste de la bouffe à l'ail.
Quand le temps s'améliore, place à l'action. Ne pas se perdre en contemplation. Les équipes s'éparpillent selon leurs objectifs, avec toujours en tête le mystère de notre baleine. Pour comprendre cette fameuse grotte de la baleine, on essaye de comprendre l'ensemble de ces montagnes calcaires, comment les grottes se sont formées. Donc il faut s'intéresser à tout ce qui s'est creusé à l'intérieur de l'île et sur le littoral. Attention, ça glisse. Hein. Oui. Sus à l'ennemi. C'est un petit raidillon, mais il passe bien. Une des équipes est composée de Richard et de Franck Breillet, un biologiste spécialisé dans la vie souterraine. Il y a une petite galerie là. Ça a l'air filé là. Qu'est-ce que t'en dis? Ben écoute, c'est un petit boyau, mais ça peut mener à des grandes choses, on sait jamais. Ouais. Hein. C'est modeste, mais c'est toujours excitant, ces progressions. Ouais. C'est joli, hein, c'est bien creusé. Il y a beaucoup des veines là. Des veines de calcite, voilà. Calcite. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ah ben c'est un calcaire d'abord qui est ancien, il est de la fin de l'ère primaire, il a presque 300 millions d'années. Et puis il a été comprimé, il y a des fissures de cisaillement, de tension qui se sont remplies de calcite. D'accord. Parce qu'autrefois c'était des sédiments marins, hein, c'était des coquilles de crustacés, des coraux qui se sont entassés. On est dans du vivant, hein, complètement. Étonnant. Une petite progression en galerie elliptique là aussi. Et ça donne au plafond, là. Regarde, Franck, là, ces concrétions sont vraiment curieuses. Hein. C'est pas des stalactites habituelles. Elles sont toutes un peu vermoulues. Il y a des algues ou des bactéries qui enlèvent la... Ouais, il y a des petites concrétions, là, super. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Là, la finesse des formations, là, c'est étonnant, hein. Assez loin, hein, par rapport à l'entrée. Et là, personne ne l'a vu auparavant. On est les premiers, hein. C'est quelque chose. Hein. Quel privilège. Ouais. C'est vrai, hein, c'est fou. Et puis il y a des petites gouttes d'eau, c'est vivant, ça scintille. Si, tout est vivant, le minéral est vivant. Super. Voilà. Très très belle celle-là. De l'autre côté du massif, Bernard et son équipe avancent vers un lac, repéré sur une photo aérienne. Nous supposons que ces eaux disparaissent sous terre. Cela pourrait être l'amont de la cavité où se trouvent Richard et Franck. Un lac occupe bien le fond d'une vaste dépression en roche imperméable. Le trop-plein s'écoule par un ruisseau. Nous le suivons, le cœur battant. L'équipe comprend aussi le biologiste Marc Pouilly. Qu'est-ce que t'en penses de la météo? Super, hein, j'adore ça. Quand il pleut comme ça, on n'a pas chaud. S'il y a une rivière souterraine, il espère que la vie a pu la coloniser. Les eaux disparaissent bien au sein du calcaire. Un puits file vers l'inconnu. Avec les pluies torrentielles que nous avons subies, la rivière est en crue. C'est le genre d'endroit où il ne fait pas bon s'attarder. Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai bien envie quand même d'aller voir où ça nous mène tout ça. Franck et Richard s'enfoncent maintenant dans un véritable labyrinthe. Partir vers l'inconnu est un moment exaltant pour tout spéléologue. Il y a une petite rivière là, incroyable. C'est pas courant ça, on grimpe pour retrouver de l'eau. Oui. Tiens, tu as vu ce... Là, il y a un gros papillon de nuit qui est mort. Ah non. Là. Parce que ça fait une source de nourriture. Voilà une source de nourriture dans le milieu souterrain. Voilà. Superbe araignée, elle est vivante, hein? Elle est vivante. Aussi ténue soit-elle, la vie existe aussi sous terre. Une sorte de moustique, hein? Moustique, ouais. Qui vit là. Alors ça, c'est pas vraiment des animaux, ce qu'on appelle les cavernicoles, qui passent toute leur vie sous terre. Mais c'est des espèces qu'on va rencontrer fréquemment sur les zones d'entrée, puisqu'ils viennent ici trouver un refuge. Hein, là, on a des conditions par rapport à l'extérieur qui sont très stables.
et de température et d'humidité. En fait, ils viennent se mettre à l'abri. Un peu comme c'est les des hôtes fréquents. Voilà, c'est des hôtes fréquents, mais des zones d'entrée. Alors là, bon, ça c'est un petit isopode, c'est un crustacé qui vivent en milieu terrestre, toujours un peu humide, notamment dans les grottes. Alors là, c'est pas une espèce cavernicole, hein, celui-là. C'est bon, il y est. Il s'est pas perdu en chemin. C'est un crustacé. Allez. C'est sûr. C'est quoi? C'est 7 degrés la température moyenne, hein, tu crois? Ouais, à peu près. Bon, c'est pas long, hein, la partie. Oh, ça s'agrandit, hein. C'est vrai? Ah ouais. C'est plus grand, là. Ben, vu le courant d'air, on va peut-être arriver dans une salle. L'équipe de Bernard évolue à 100 mètres de profondeur, suivant une rivière grossie d'affluents. Ouais, on va aller vers l'aval. Wouh! Là, ça dépote, oui. Bon, là, on a vraiment le siphon terminal de la cavité, en fait. Il y a au moins 500 litres seconde, voire 1 mètre cube. Il y a quand même une vitesse d'eau qui est impressionnante. L'eau continue seule sa course vers la mer. Incrédule, nous regardons Marc sortir un équipement de pêche. On met une épuisette et puis on remue les cailloux dedans. Donc s'il y a des poissons sous les pierres, ils sont souvent embarqués. Il n'y a pas eu de poissons, par contre on retrouve de ces larves d'insectes là. J'en ai eu une bonne dizaine, donc ça veut dire que c'est peut-être pas quand même des individus qui ont été tous arrachés par la crue, et c'est possible qu'il y ait quand même une population souterraine de ces bestioles-là. Ça continue bien, hein, puis il y a toujours un fort courant d'air. Il n'y a rien de ton côté? J'ai le jour. T'as le jour? Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Oh là. Ouais, c'est un super Porsche en plus. C'est magnifique là. Il y a la vue sur le Pacifique, regarde. Vue sur le Pacifique et sa grande houle. Ces découvertes ne nous font pas oublier la grotte de la Baleine. L'océan nous repousse, eh bien nous irons à pied, par-dessus les montagnes. Là, on a prévu 4 jours de vivre avec un peu de rab au cas où. Et il y a 200 mètres de parois à descendre. Donc on a des cordes, 2 tentes et puis une bonne équipe. Great. Avec Joël Despins, géologue américain, Richard et Franck, nous sommes 4 pour cette équipée de la dernière chance. Rien n'est gagné d'avance. 10 km nous séparent de la Baleine. Il n'y a aucun sentier et les sacs pèsent jusqu'à 30 kg. Une forêt magique se développe dans les creux du relief abrité du vent. Nous avançons à la boussole au milieu de cette brocéliande subpolaire qui pousse sans véritable sol sur ses propres débris. Le temps y semble figé, éternel. T'en penses quoi de la grotte de la Baleine? À mon avis, c'est un mythe. Depuis 3 semaines, nous essayons de l'atteindre. 3 semaines complètes. Et tout le monde m'en parle, me montre des photos, mais personne n'est arrivé à la grotte de la Baleine. En fait, c'est sûrement une histoire imaginée par le professeur. Ce serait super d'y arriver. Si la grotte existe vraiment. Ça a de la gueule, hein. Le lac. Après 7 heures de marche, nous voici devant un lac, où nous passons la première nuit. La grotte de la Baleine n'est plus qu'à 1500 mètres à vol d'oiseau. Hélas,
nous ne sommes pas des oiseaux. Cette forêt primaire, que nul homme n'a jamais traversée, nous ressource et nous épuise en même temps. Nous marchons sur des racines aériennes recouvertes de mousse. Tout est piégeux, mouvant, glissant. Mais en redescendant un tout petit peu, là, on redescend... Nous ne sommes pas perdus. Je vois les tentes de l'autre côté du lac. 4 heures. 4 heures. On a mis 4 heures. Bien. C'est la loi de la forêt magellanique, j'en ai peur. 4 heures, 2 kilomètres plus tard. Nous franchissons la porte d'un autre monde, le domaine océanique. La deuxième journée est bien entamée quand enfin... On voit la grotte. Ouais. Oh là 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 là. Oui, c'est the cave. Trop tard pour ce soir. Encore un bivouac improvisé. À rêver de notre baleine avant de pouvoir, peut-être, deviner son secret. On va descendre. Il y a la pression. On va voir, hein. C'est toujours simple à dire après. On est un peu limité en corde. Donc on verra bien. Les albatros, ils nous passent dessus, là, carrément. Pour économiser les cordes, nous descendons en zigzag une forêt suspendue au-dessus de 150 mètres de vide. C'est un petit peu raide. Monter, descendre. Mais on verra, Franck est devant, il ouvre la voie. Aujourd'hui, on sera dans la grotte. Alors le danger de cette forêt, j'allais dire subverticale, c'est de glisser puis de se retrouver en bas. Hein. Putain, mais on n'est pas très loin du sommet du port. Oh là 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 là. D'ailleurs, tu descends plus vite que prévu. On a intérêt à descendre doucement. Hein. Bon, l'avantage passé là, c'est on s'accroche à la végétation. Hein. Ouais. Et avec ces algues rouges au plafond, là on est carrément à l'entrée de la cavité. Hein. C'est le porche de la baleine. Il est extrêmement impressionnant vu de là. Richard disait vrai, la grotte de la baleine existe. On y est. C'est très excitant. Tout à fait. Ah, quelle belle journée. Ah ben, c'est un grand moment, c'est comme toi, ça fait 8 ans qu'on attend d'être ici. Avec ses ossements nappés de mousse, nous nous croyons en plongée sur une épave. Mais l'épave est celle d'un animal. Un animal sympathique, mythique. Une baleine. Alors, voilà une superbe vertèbre de baleine à côté d'une côte. Elle fait presque 140. Hein. Et dans l'autre sens, 140 par 107 à peu près. C'est une très très belle vertèbre. Alors, voilà un crâne superbe. Hein. La taille du squelette signe l'espèce. La baleine bleue, le plus gros animal ayant jamais vécu sur Terre, jusqu'à 33 mètres de long et 150 tonnes. On a déjà vu le nez, il fait, oh là là, ouais, presque, il fait plus de 2 mètres de long. Hein.
nous identifions jusqu'à 5 crânes de baleines bleues et une baleine à bec. Là, on a 2 petits crânes, alors qui n'ont rien à voir, sont des crânes d'otaries. Celui-là, en tout cas, est très net. Hein. L'inventaire s'enrichit de loutres, dauphins, otaries. Ça fait quand même cimetière marin. Hein. Il y a des baleines, certes, mais il y a aussi d'autres genres, d'autres espèces. Elle a récupéré des baleines mortes, probablement. Peut-être d'âges différents, il va falloir les dater, et qui sont dispersées dans l'ensemble de la grotte. Alors, il y a eu un va-et-vient des vagues qui a démantelé ces squelettes. Hein. Comment expliquer ce cimetière marin dans une cathédrale souterraine, très au-dessus du niveau de la mer? Alors on est en train d'essayer de regarder tous les indices pour essayer de mieux comprendre plein de choses. D'abord, si la mer est rentrée dedans. D'ailleurs, on marche là-dessus sur des galets. Et les galets qu'on a ici, ça a tout l'impression d'être une ancienne plage. Donc là, ça expliquerait que effectivement les baleines sont rentrées quand la mer était à l'intérieur. Ouais, non, moi je pense tout simplement qu'on avait des baleines qui sont mortes en mer. Le corps a flotté, a été jeté sur la côte et enfin s'est échoué là dans la grotte puisque la mer devait rentrer dans la grotte. Tout ça mis sur des milliers d'années, sachant que la grotte va préserver les ossements beaucoup mieux qu'à l'extérieur, c'est pas étonnant de trouver autant d'os. Alors il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que la mer entrait à l'intérieur de la grotte de la baleine il y a probablement quelques milliers d'années. À cette époque-là, l'île était plus basse. Et depuis cette période, elle s'est soulevée. L'impensable se produit sur le chemin du retour. À 37 mètres de hauteur, nous découvrons de nouveau des ossements de cétacés. C'est vraiment étonnant, hein. Superbe, hein. Oh là 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 là. Regarde, on voit ça. Fabuleux. Et ça peut être avant les dernières glaciations? Pas avant, non. Non. Ça va dépendre de l'âge. Ouais. Hein. Si on trouve le même âge qu'en bas, alors là, oui. Ça pourrait être une énorme tempête ou un tsunami. Décidément, la baleine se dérobe. On croyait tenir la solution et toutes nos belles théories s'effondrent. Il n'y a que 2 explications pour ce nouveau phénomène. Soit un niveau marin très élevé, ou alors un raz-de-marée. Ce coup de théâtre relance l'étude de la grotte. Pour nous aider à comprendre l'incompréhensible, une équipe scientifique renforcée fait une ultime tentative par l'océan. Et pour une fois, ça passe. Tu te déplaces, tu vas aller par là, un peu plus au niveau de ton pied, top, voilà. Alors 0, 2, 1, 8. T'es à peu près à 8,2 mètres là, au moins. Ah ouais, quand même. Première surprise pour Stéphane Jaillet, géomorphologue. Nous on imaginait être à plus 6, plus 8 à peu près par rapport au niveau de la mer. Finalement, ça semble être plutôt de plus 10 mètres, donc c'est beaucoup plus haut. Et puis, il y a les découvertes qui ont été faites par Richard, par Franck, avec des niveaux d'ossements encore plus hauts. Alors là, moi, je comprends plus. Je comprends plus. Quand un scientifique vous dit qu'il ne comprend plus, on peut commencer à s'inquiéter. Quel cataclysme a donc subi cette grotte? Ok. Et là, l'éboulis. Comme dans une enquête policière, tous les indices sont utiles. Stéphane relève l'emplacement des squelettes. Et Franck effectue 2 prélèvements d'os. Tous nos espoirs reposent désormais dans ces petits fragments de vertèbres, dont l'âge devrait nous éclairer. Les datations au carbone 14
attribueront 3200 ans à la vertèbre en bas et 2600 ans à un os récolté à plus 37 mètres. Or, il y a 3000 ans, il est géologiquement impossible que la mer ait pu atteindre le balcon. Ne reste plus qu'une hypothèse. Revenons 10 000 ans en arrière, à la fin de la dernière glaciation. Le niveau des mers était alors encore plus bas. Avec le réchauffement de la planète, les pôles fondent et les océans remontent. L'entrée de notre grotte se retrouve envahie par l'eau. Les courants marins font échouer les carcasses de baleines qui se décomposent, tandis que les tempêtes disloquent les squelettes. Et, il y a 2600 ans, survient un phénomène comme la côte chilienne en subit parfois. Venu du fond de l'océan, un raz-de-marée, un tsunami projette les squelettes de baleines jusqu'au fond de la grotte, allant jusqu'à en déposer quelques fragments sur le balcon. Le lent soulèvement de l'île libérée de ses glaces met alors peu à peu la grotte hors de portée de l'océan. La caverne joue son rôle protecteur et conserve le souvenir de ces baleines qui auraient disparu en quelques dizaines d'années si elles s'étaient échouées sur la plage. Madre de Dios nous a comblés au-delà de nos attentes. Partis à la recherche d'une baleine, nous avons trouvé les traces d'un peuple quasiment disparu. Avant notre départ, nous avons rendez-vous avec eux. Marcelo Agüero, un des scientifiques chiliens de notre expédition, a invité 3 des derniers Kaweshkar à visiter la grotte aux peintures, dont leur doyenne, Gabriela, 74 ans. Jusqu'à la fin des années 90, Gabriela naviguait encore en canot à rame dans les archipels. Là, c'est notre ancien campement. Oui, tout cet endroit. Gabriela? Oui. Tu as dormi ici, mais tu n'as jamais vu les peintures. Non, non, jamais. Nous ne sommes jamais entrés dans cette partie. Non, jamais. Regarde ce que nous avons trouvé. Ah oui, c'est une couleur que j'ai vu ma mère préparer. Si ça se trouve, nos anciens, ils ont vécu ici un certain temps. Ou bien quelqu'un est mort ici. Ils ont fait une marque. Ici serait morte une de nos familles. Une maman, des amis. Alors ils laissent une marque. Comme un souvenir? Comme un souvenir. Quelqu'un qui pourrait être mort de faim. Coincé par le mauvais temps. Cela signifierait qu'ici, il y a peut-être un corps? Il pourrait y en avoir un. C'est Oxelmal. C'est l'esprit d'une personne de la famille. Il faut le laisser vivre tranquille. Si vous le dérangez, il va venir vous ennuyer la nuit. Il vous fera faire des cauchemars, comme un mauvais esprit. Dans la langue des ancêtres, qu'ils ne sont plus que 5 à comprendre, Gabriela nous livre un ultime témoignage. Les Kaweshkar ne sont plus qu'une quinzaine. Pour eux, l'urgence est de sauver le passé pour construire l'avenir. Espérons que leur communauté, si proche pourtant de disparaître, sache perpétuer avec une fierté retrouvée le souvenir du temps des nomades de la mer.
En révélant les mystères cachés de Madre de Dios, nous nous sentons investis d'une mission. Protéger ce lieu unique. Déjà, grâce à nos découvertes, l'île Madre de Dios a été classée réserve naturelle. Nous reviendrons en Patagonie, avec l'espoir que cette île exceptionnelle figure un jour au patrimoine mondial de l'humanité.